Bonjour, je m'appelle Betsabé. Aujourd'hui, peu de personnes connaissent leur histoire, leurs origines, et moi la première. J'ai décidé de commencer ce que j'appelle une grande aventure, comprendre les pierres de la ville de mon enfance. Ce podcast est le témoignage de mes diverses rencontres auprès de passionnés d'histoire et de professionnels qui nous transportent dans le passé. Et toutes ces histoires commencent par « Il était une fois, dis non ». Finalement, ma rencontre avec Maxime m'a donné envie d'en apprendre un peu plus sur qu'est-ce qu'était la Bretagne avant la féodalité. Donc on ne va pas parler de Dinan dans cet épisode, mais du camp de Péran. Avec Maxime, nous avions évoqué la présence scandinave en Bretagne avant la féodalité. À côté de Saint-Brieuc, il y a le camp de Péran. J'ai voulu en savoir un peu plus. C'est la raison pour laquelle j'ai rencontré Gérard, qui a participé aux dernières recherches faites sur ce site. Bonjour Gérard, je vais te laisser te présenter. Bonjour, je suis Gérard, je suis un diplômé en archéologie à l'université de Rennes 2. Tu as travaillé durant ton mémoire sur le camp Péran ? Oui, en effet. Durant le mémoire, j'ai travaillé sur le camp de Péran à Plédran, qui est censé, selon la liste des monuments historiques, être un camp scandinave en Bretagne. Il y a plusieurs enceintes, un site d'environ 3 hectares, circulaire, avec un mur qui était vitrifié, avec des talus et des fossés qui l'entourent. Donc on a à peu près 3 enceintes circulaires qui s'entourent. Et des fouilles ont été faites sur ce site ? Oui, au XIXe siècle, ils ont commencé à fouiller. C'était le début de l'archéologie. À partir de la fin du XVIIIe siècle, ils commencent à trouver des objets sur le site. Il y a eu 3 fouilles au total sur le site pendant le XIXe siècle. Ils ont trouvé surtout du mobilier proto-historique et ils ont pensé que le site était donc celtique au début. Et c'est qu'à partir de M. Nicolardo, dans les années 80, qui a fait une fouille moderne, où le site devient un site du Haut Moyen-Âge, avec du mobilier du 8e siècle jusqu'au 10e siècle, à peu près. Pourquoi avoir pensé que c'était un camp scandinave ? En 1983, M. Nicolardo retrouve un denier venant de York, c'est-à-dire la ville en Angleterre qui a été longtemps occupée par les populations scandinaves. Il retrouve une monnaie datant d'environ 920-930. À cause de cette monnaie, il suppose que le site est scandinave. Et il y a un chaudron aussi qu'ils ont retrouvé, qui est typologiquement donc, très proche de chaudrons retrouvés dans des tombes en Norvège. Mais il y a 2 objets sur à peu près 300 qui sont scandinaves. Pourquoi tu t'es intéressé à ce site ? Déjà, j'habite presque à côté, donc je le connaissais depuis longtemps. Quand j'étais en L3, mon professeur d'archéologie médiévale, Dominique Alios, m'avait parlé de sites scandinaves en Bretagne, et il se demandait si j'étais intéressé à faire un mémoire sur un des sites. On avait visité le site de Saint-Suliac, qui est à côté de Dinan, mais le problème c'était qu'il est très difficile d'accès parce qu'il se retrouve dans la Rance à ce moment. Donc on s'est plutôt intéressé dans le camp de Péran, qui est très connu en fait dans le monde archéologique, surtout pour être un site à problème, disons, et que personne ne veut vraiment s'y mettre. Des fouilles ont été réalisées lors de ton mémoire ? Non, on a réalisé surtout un relevé topographique, c'est-à-dire un nouveau plan du site, en essayant de retrouver des structures qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais avec l'aide d'appareils, on peut souvent remarquer s'il y a des alignements quelque part sur le site. Sur le site, on n'a pas trouvé grand-chose sauf des traces de bâtiments du 19e siècle qui correspondent à l'exploitation agricole qui se trouvait sur le site à ce moment. On a retrouvé surtout des structures en dehors du site à l'aide de photos satellites. Quand les photos sont prises à un moment où il n'a pas plu depuis très longtemps, on retrouve souvent des structures. On a retrouvé un enclos proto-historique, donc une exploitation agricole, qui daterait probablement de la proto-histoire. Et on a retrouvé des traces de quelque chose qui ressemblerait à un très grand bâtiment, mais on ne sait pas à quoi ça correspond pour le moment, ce bâtiment, parce que demander des fouilles, c'est très difficile. Sur ce site, donc à Péran, qui aurait habité pendant le Moyen-Âge ? Selon M. Nicolardo, qui a fouillé le site dans les années 80, il correspondrait plutôt à une occupation de très courte durée de population scandinave.
Mais avec les études qu'on a réalisées entre 2018 et 2020, nous avons surtout découvert qu'il y a du mobilier qui vient un peu de partout de l'Europe. On a la céramique anglo-saxonne, la céramique qui vient des États baltiques, mais on a aussi des objets de manufacture carolingienne qui correspondraient plutôt à des influences de l'Empire carolingien du coup. Donc pour le moment, on ne sait pas vraiment qui a habité sur le site, mais on découvre quand même que le site a été occupé pendant une très longue durée, ce qui est difficile pour des envahisseurs. On suppose donc plutôt que c'est des personnes, des élites bretonnes. Pour le moment, on est sur cette hypothèse-là. Il y a une caractéristique sur ce site, c'est la vitrification des murs. En effet, cette vitrification en Bretagne, on ne le retrouve presque pas. Il y a 2-3 sites qui commencent à être connus et qui semblent avoir des caractéristiques à peu près semblables. Mais le problème avec la vitrification, c'est que ce n'est pas une technique médiévale, mais plutôt proto-historique qu'on retrouve en Écosse et en Suède, et dans l'est de la France, mais encore à l'époque proto-historique. Et la vitrification à Perran a été datée autour de 900-930. Donc cette vitrification, on ne sait pas comment il a été réalisé parce que M. Nicolardot suppose, avec l'aide des chroniques de Nantes, c'est un texte datant de cette période, que le site a été attaqué par le duc de Bretagne. Et il suppose que pendant cette attaque, le site a brûlé et que la vitrification est le résultat de cette attaque. Personnellement, avec l'aide de plusieurs personnes qui sont spécialisées dans la vitrification, comme Peter Kresten de l'université de Uppsala. Nous avons surtout découvert que la vitrification, ce n'est pas possible accidentellement. Et c'est très difficile de le faire. Mais pour le moment, on ne sait pas comment il a été réalisé à Perran. On sait juste que pour faire brûler du granit, il faut à peu près une température de 1100 degrés. Il y a aussi une légende dans la commune que le site a brûlé pendant 10 ans. Ça a quand même fait une sorte d'impression monumentale. Nous pouvons retrouver d'autres sites de ce type en Bretagne ? En Bretagne, oui, on a le camp de Botalec, dans le Morbihan, qui semble avoir les mêmes caractéristiques, mais on a malheureusement juste une description, parce que le site a été détruit dans les années 70. Ça pose quelques problèmes pour nous. La thèse que tu comptes faire sur ce site, tu penses trouver quoi ? On espère pour le moment, on est sûr de rien. On espère retrouver des traces d'autres sites très similaires qui présentent des influences de plusieurs populations. Et surtout, on espère retrouver des sites avec des typologies similaires, comme le camp de Perran, le camp de Botalec, mais il faut les trouver. Est-ce qu'on connaît l'activité qu'il y avait sur le camp ? Oui, pendant les fouilles de M. Nicolardot, il a fait des efforts pour savoir quelle activité était principalement sur le camp. On a plusieurs activités qui se distinguent surtout. On a des activités agricoles. Probablement le blé et tout ça était amené sur le site pour être traité, mais dans ce cas, on aura besoin d'un moulin pour en faire de la farine. Mais on ne sait pas où les moulins. On sait qu'il y a une petite rivière à côté, donc probablement quelque part là-bas. Mais les graines ont été retrouvées sur le site. Mais on sait qu'il y a une activité agricole sur le site. Surtout, il y a des outils agricoles qui ont été retrouvés sur le site, notamment des pelles, des bêches. On a aussi l'activité artisanale avec le tissu. C'est un des rares sites en Bretagne où on retrouve encore du textile du Xe siècle. C'est quand même 1000 ans. Donc le sol en Bretagne est très acide. Donc normalement, on ne retrouve pas le bois ou le textile ou des matières organiques en fait. Mais comme il y a un puits sur le site et tout ce qui est tombé dedans était dans de l'eau, on retrouve du textile et aussi des cardes. C'est une sorte de peigne pour étirer la laine. Et on a retrouvé plusieurs de ces cardes qui daterait de peu près le 9e, 10e siècle. Donc on sait qu'il y a une activité du textile sur le site, mais il faut être très prudent là-dessus parce que très longtemps, c'était des activités qu'on faisait à la maison, pas des activités comme on le voit aujourd'hui dans des usines ou quelque chose comme ça. Donc pour le moment, on reste encore sur de l'activité à peu près domestique. Et une autre activité sur le site qui est très facile à voir, c'est le côté militaire. On a sûrement de l'entraînement sur le site parce qu'on retrouve beaucoup d'armes, des boucliers, des lances, des épées. Le côté militaire, c'est très favorisé sur le site. Par contre, on a aussi le côté politique sur le site parce que la plupart des objets
c'est pas des objets du quotidien, c'est des objets de personnes de la noblesse. Par exemple, des épées, c'est quelque chose qui coûtait très cher à l'époque. On peut le comparer aujourd'hui à une maison, au prix d'une maison. Surtout, quelques armes ont aussi le côté pour impressionner en fait, parce qu'il y a une lance avec de l'argent dedans, ce qu'on n'utilise pas en bataille normalement. C'est surtout pour si quelqu'un visite et il voit ça, pour impressionner, c'est juste pour montrer qu'on a de l'argent. Des écrits ont été retrouvés sur Péran ou à Péran. Sur Péran, peut-être, on ne sait pas. Parce qu'en fait, il y a les chroniques de Nantes qui décrivent année par année ce qui se passe en Bretagne à peu près du 8e jusqu'au 11e siècle. À un moment, en 937, on a une description que Alain Barbetorte, c'est l'héritier, disons, du dernier roi de Bretagne, qui a été exilé en Angleterre à cause des incursions scandinaves, reviennent en Bretagne, en 937 du coup. Et il attaque Dole. Longtemps, c'est considéré comme une grande bataille entre les Vikings et les Bretons. Quand on lit juste le texte du Chronique de Nantes, c'est juste une massacre dans le monastère. Mais bon. Et après, le texte, les Chroniques de Nantes, décrivent que Alain Barbetorte, entendant qu'il y a une occupation scandinave près de Saint-Brieuc, voyage sur le site et massacre les populations scandinaves dans la région. Et M. Nicolardo, qui a fouillé le site dans les années 80, suppose qu'il s'agit des habitants du Camp Péran. Il y a des traces d'un incendie sur certains bâtiments, mais sur d'autres, il n'y en a pas. On ne sait pas, est-ce que ces bâtiments sont construits après l'incendie? Probablement, mais ça voudrait dire que le site a été réoccupé. Sur le site, on n'a pas de traces exactes d'une bataille. On sait que il y a sûrement des personnes qui ont habité là-bas. Il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé à cette époque. Niveau archéologique, on peut pas dire qu'il y a eu une bataille ou une massacre ou quelque chose comme ça. On peut pas le dire. On sait pas. C'est très compliqué. Si Péran n'est pas un camp viking, est-ce qu'il y en a où on est sûr en Bretagne? Oui et non. Encore. Ce qui complique beaucoup la tâche de faire les recherches sur les Vikings en Bretagne. On a des traces ou des écrits où les Vikings ont vraiment habité. Par exemple, à Nantes, c'est sûr. Ils ont occupé la ville de Nantes pendant près de 100 ans. Et ça, c'est sûr. Il y a des textes, il y a de la monnaie qui a été frappée là-bas. Donc là, il n'y a pas de doute. On a aussi, naturellement, l'abbaye de Landévennec, qui a été attaqué par les Vikings et qui a été brûlé. Mais bon, ça, ce n'est pas une occupation ou quelque chose comme ça. Et on a aussi Dole en Bretagne. On a le camp de Trans. On ne sait pas ce que c'est exactement, mais c'est associé à les Vikings depuis très longtemps, sans argument très, très spécifique en fait. Donc pour le moment, on reste sur le fait que ce n'est pas Viking, ce site. En fait, le seul site qui était considéré sûr était le Camp Péran, mais à partir de 2020, non. Dont la commune n'était pas très content. À Péran, le tourisme fonctionnait par rapport à ce camp viking? Oui, ils ont commencé à organiser des fêtes médiévales en 2019. Non, ouais, 2018 même, ils ont commencé. Ça a attiré beaucoup de personnes, mais ils l'ont quand même publié comme fête viking, quoi. Donc, ce qui est logique parce que fête médiévale ou fête viking, il y a quand même une différence d'intérêt, quoi. Et c'est quoi la première datation qu'il y a sur le site? Les premières marques? Les premières marques sur le site, c'est probablement le 2e siècle avant notre ère, où il y a des occupations celtiques qui sont très similaires à ce qu'on retrouve par exemple à Langueux. C'est à peu près à 3-4 km du site. On a probablement des occupations celtiques sur le site, mais ce n'est pas sous la même forme qu'on le voit aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas les douves, il n'y avait pas les murs, il y avait vraiment juste une occupation, une maison ou quelque chose comme ça. C'était pas une occupation d'un village ou quelque chose comme ça. Le camp de Péran faisait-il partie d'une seigneurie? On retrouve des testaments des comtes de Plédran, donc la commune dans laquelle se situe le site, à partir du 11e, 12e siècle, où il parle de léguer le manoir dans les anciennes douves à Péran, ce qui correspondrait sûrement au camp Péran, à son fils. Mais on ne sait pas, on a juste ce texte, on n'a pas de trace de ce bâtiment à ce moment. Péran faisait partie de quel pays? Le Penthièvre, c'est-à-dire le comté de Penthièvre,
à partir du XIe siècle à peu près. Avant, il n'y avait pas vraiment d'autorité centrale dans le nord de la Bretagne. T'espères avoir des fouilles peut-être plus importantes? On espère surtout de pouvoir faire un très petit sondage sur le site, mais pour le moment, ça n'a pas été accepté, sûrement à cause de la situation sanitaire à ce moment. Mais on espère pouvoir refaire une étude du site l'année prochaine. Êtes-vous beaucoup à vous intéresser à ce site? Pas du tout. On est très peu sur le Haut Moyen-Âge, en fait, en Bretagne, parce que le Haut Moyen-Âge, en archéologie, c'est très difficile à reconnaître. On reconnaît facilement l'Antiquité, facilement la deuxième partie du Moyen-Âge, mais à partir de l'effondrement de l'Empire romain de l'Ouest, ça pose quelques problèmes parce que les populations barbares qui s'installent sur le territoire ne construisent pas en pierre, et construisent que en matière périssable. Et en Bretagne, comme j'expliquais, on peut pas le garder. Le bois, ça disparaît au cours de quelques années en Bretagne, dans le sol. Il faut vraiment avoir une situation parfaite avec de l'eau qui permettent de conserver ces traces. Les objets que vous voulez principalement C'est surtout de la céramique, donc des poteries, c'est des tout petits tessons. Il faut vraiment espérer de retrouver des grandes poteries pour pouvoir les dater. Heureusement, à Péran, on a eu de la chance parce qu'il y a beaucoup de poteries qui sont tombées dans le puits, et donc du coup, les poteries sont restées sur le même emplacement. Et ils ont réussi, dans les années 80, de reconstruire à peu près une dizaine de poteries complètes, qui permettent quand même une datation très facile. Pendant mon mémoire, j'ai étudié le reste de la poterie qu'on a retrouvée. C'est à peu près 500-600 tessons qu'il faut dessiner, étudier, ça prend du temps. Mais heureusement, on a eu de la chance et on a réussi à trouver de la céramique du deuxième siècle avant notre ère, donc celtique, qui rentre complètement dans la typologie de l'époque et de la région. Donc ça, il n'y avait pas de problème pour la datation. Mais on a aussi de la poterie qui vient de plus loin, comme je disais, de l'Angleterre ou même des pays scandinaves. Ça permet quand même de voir qu'il y a un échange entre le camp de Péran et quelque part d'autre. Et que ce n'est pas un site isolé en Bretagne profonde, on va le dire comme ça, mais que c'est vraiment un site qui joue un rôle dans le commerce de l'époque, quoi. Donc on peut imaginer que Péran était un lieu important. Et il se trouve à côté d'une voie romaine. Et les voies antiques, en fait, les routes antiques sont encore très utilisées au Moyen-Âge parce qu'ils ne sont pas, on peut l'imaginer, déjà détruits ou quelque chose comme ça. Les bâtiments antiques sont encore très présents et sont entretenus au Moyen-Âge pour s'en servir. Donc, le Haut Moyen-Âge, on peut l'imaginer très sombre avec des toutes petites maisons en bois ou quelque chose comme ça, c'est vraiment pas le cas. Ils habitent encore dans les habitats antiques et tout ça. À Péran, il y a une voie romaine qui passe juste à côté et qui sont souvent utilisées pour le commerce parce qu'il y a c'est très facile de voyager sur ces routes. Pouvons-nous retrouver le camp de Péran sur les différents cadastres? Oui, le cadastre, naturellement, il ne faut pas oublier, le cadastre, ça commence au XIXe siècle. Les cartes cadastrales, c'est vraiment quelque chose dont on se sert en archéologie. Souvent, avec les anciennes cartes et les photos aériennes de maintenant, on essaie de comparer les traces qu'on voit dans les champs avec les anciennes traces du cadastre. Si ça correspond, donc c'est rien. Mais si ça correspond pas, souvent c'est peut-être un bâtiment. À Péran, on voit quand même que le site est entouré d'une très grande ligne qui semble être une deuxième enceinte plus large autour du site. Mais on ne sait pas ce que c'est. Souvent, au Moyen-Âge, il y a un centre et autour ils construisent des bâtiments et ils entourent ces bâtiments encore avec, par exemple, une douve ou quelque chose comme ça, ou un petit mur ou un petit talus. Mais on ne sait pas ce que c'est. Pour le moment, je préfère dire ce n'est rien. On peut seulement le vérifier par la fouille. Et à ce moment, c'est difficile. Ouais, faut le faire. Merci. Pas de rien, écoute. Je souhaite une bonne continuation. Merci, et toi aussi, du coup. Hein. Merci. Ça vous a plu? Vous souhaitez en savoir davantage sur Dinan et la Bretagne? Alors, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes et à en parler autour de vous. À bientôt!